Don Bluth est peut-être un nom qui vous est inconnu. Enfin, à vrai dire, vous m'auriez peut-être entendu parler de Don Bluth si YouTube avait pas bloqué la vidéo de Titan AE, un de ces films dont je voulais vous parler, avant que quiconque ait pu la voir. Bref, Don Bluth donc. Alors, l'ami Don est ce que l'on pourrait appeler clairement une légende de l'animation. Il commence sa carrière en bossant pour Disney, pour notamment Robin des Bois et La Belle au Bois dormant. Mais Don, il veut faire ses propres films, et disons qu'à l'époque, Disney est pas vraiment dans la meilleure forme du monde. Et pour vous expliquer bien tout ça, on va faire un petit aparté, un immense aparté sur la vie de Disney. Disney est et reste le studio d'animation le plus important au monde, et c'est ses productions qui déterminent ce qu'on pourrait appeler des standards de production d'animation. Qu'on les aime ou non, on est obligé de l'admettre. De ce fait, les différentes périodes de Disney se répercutent sur toute la production animée. Quand Disney est dans la merde, les autres compagnies connaissent généralement un bond en avant, et malheureusement l'inverse est aussi vrai. Alors voyons ensemble ce que l'on appelle les différentes ères de Disney, histoire de comprendre le contexte de sortie du film dont on va parler. Disney a jusqu'à aujourd'hui connu 7 ères bien distinctes. De 1937 à 1942, nous avons le Golden Age, composé de Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi. De 1943 à 1949, on a toute la période dite du wartime, où Disney sortait de la propagande pure et simple, vu que c'était les temps de guerre. Bon, on va dire que c'est une période que Disney essaye d'effacer de sa mémoire. De 1950 à 1959, Disney rentre dans le Silver Age, qui est bien chargé en films, avec Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur et Le Livre de la Jungle. Ensuite, de 1960 à 1988, suite à la mort de Walt, Disney commence à décliner de plus en plus et entre dans le Bronze Age, qu'on appelle aussi le Dark Age. En fait, c'est deux périodes qui sont un peu imbriquées et qu'on range dans une seule case. Avec les Aristochats, Robin des Bois, Winnie l'ourson, Bernard et Bianca, La Belle et Clochard, Taram et le Chaudron Magique, Basile détective privé et Oliver et compagnie. De 1988 à 1999, Disney renaît de ses cendres et entre dans l'âge de la Renaissance, qu'on appelle aussi son second âge d'or, avec des films que vous devez commencer à, je pense, bien connaître. La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Mulan et Tarzan. Autant dire que c'est une période plus que faste pour Disney. Après de 1999 à 2008, nous avons enfin mon ère favorite, mais aussi celle que tout le monde semble avoir oubliée pour je ne sais quelle raison, le bien nommé Experimental Age, avec des films de ouf du genre Fantasia 2000, Dinosaures, Cusco, et surtout la fucking Sainte Trinité des années 2000, avec l'Atlantide, Lilo et Stitch et la planète au trésor. Bon, et après ça, Disney ne fit que chuter avec Frères des ours, La ferme se rebelle, Chicken Little, bon ok il est pas trop mal celui-là, Bienvenue chez les Robinson et Bolt. Et enfin, l'ère actuelle, qu'on appelle The Revival Era, avec La Princesse et la Grenouille, Réponse, Les Mondes de Ralph, La Reine des Neiges, Big Hero 6, Zootopie, et le petit dernier, Vaina, qui franchement, pour l'avoir vu récemment, est plutôt pas mal du tout. Par contre, VO obligatoire, je suis désolé. Donc, pourquoi je vous fais cet immense aparté? Déjà parce que c'est extrêmement intéressant de se pencher sur la vie de Disney, mais aussi pour vous faire comprendre un truc. Quand Don Bluth se barre, on est en plein dans le Bronze Age et on attaque le Dark Age. Walt vient de mourir et Disney n'a jamais été dans une position aussi délicate. Mais le truc c'est que Bluth il se barre pas tout seul, non. Bluth il prend avec lui 11 des meilleurs animateurs de Disney. Alors autant dire que vu la période, c'était la guerre totale entre le tout jeune studio de Bluth et la firme aux grandes oreilles. Sans déconner, Disney aurait pu mettre un contrat sur la tête de Bluth, je pense qu'il l'aurait fait. Ce que je veux vous dire, c'est que le contexte de production de ce film, il est très particulier. Le contexte de production de ce film, c'est une team de mutins passionnés qui vont devoir composer avec leur ancien capitaine pour sortir leur film. C'est 11 petits David contre un immense et colossal Goliath. Et malheureusement, on va voir que Disney est toujours aussi bon pour planter les bons projets.
Brisby et le secret de Nîmes est donc le premier film de Don Bluth en tant que réalisateur. Comme beaucoup de films de cette époque, le film prend des animaux au comportement humain comme protagonistes. En effet, l'histoire raconte l'aventure de Madame Brisby, la femme d'un dénommé Jonathan Brisby, récemment décédé dans des circonstances étranges. Cela dit, en plus de ce récent décès, Madame Brisby doit composer avec la maladie de son plus jeune fils récemment tombé gravement malade. Le film commence d'ailleurs sur elle allant chercher des médicaments pour son fils. Mais en plus d'apprendre que son fils risque de mourir au moindre effort, elle se rend compte que très bientôt la petite famille devra changer de maison. En effet, le propriétaire du champ, comme tous les ans, va labourer sa terre. Les souris devront alors migrer vers des cieux plus cléments. Mais la faible santé du cadet va obliger la courageuse petite maman à retourner ciel et terre pour sauver son fils. Pour cela, elle ira de danger en danger et de péripétie en péripétie et vivra une grande aventure aux implications finalement bien plus grandes que sa petite taille réduite. Tout cela porté uniquement par la force de l'amour de sa famille. Brisby et le secret de Nîmes est un film bien atypique sur bien des aspects pour son temps. Bah ouais, d'habitude, on suit toujours l'enfant au cours de nombreuses et palpitantes aventures, mais l'on suit au final que très peu les parents. Peut-être de peur que le jeune public n'arrive pas à s'attacher, une connerie monumentale qu'il serait grand temps qu'on se sorte de la tête. Vu que le film nous montre une mère qui ferait tout pour ses enfants, qui se bat, trouve son courage grâce à eux et pour eux. On s'attache à elle non pas parce qu'elle nous permettrait une quelconque identification, mais parce qu'elle est combative et forte, courageuse et sage, intelligente et drôle, amicale et attentionnée. Soyons clairs, cette petite souris est un personnage pour lequel on s'attache non pas pour ce qu'elle représenterait, mais pour ses actions et ses décisions. De plus, les personnages qui gravitent autour d'elle sont vraiment intéressants. Déjà, la Pie qui tient le rôle de comic relief est vraiment sympa et m'a vraiment bien fait rire, mais je pense en fait aussi à tous les personnages que Madame Brisby va rencontrer pour atteindre son but. Mais bien évidemment, ce sont les rats de Nîmes qui sont le plus intéressants. Déjà, pour une raison très conne, c'est que pour une fois, le coup des rats qui parlent et savent utiliser l'électricité et autres trucs, c'est justifié dans le scénario. Et ouais, tout ce bordel, c'est justifié dans l'histoire. En fait, les rats viennent tous d'un laboratoire qui les a rendus plus intelligents suite à des expériences sur eux. Un laboratoire nommé Nîmes, et dont ils se sont échappés avec leur nouvelle intelligence. Et bah je peux vous dire que ce micro-détail place ce film à des années-lumière de tout ce que les autres films animaliers ont pu montrer. De plus, la société des rats est assez intéressante, vu que les rats ne sont pas montrés comme une masse dirigée par leur souverain, mais bien comme une société composée d'individus aux opinions différentes, ce qui bien sûr entraîne l'apparition de factions dissidentes et donc de notre méchant, qui pour le coup est vraiment une véritable enflure qui n'hésitera pas à tuer pour son but. Et ouais, il y a des morts dans le film, et pas des morts hors champ, on voit rien, non, là les morts, on te les montre. Cadavres compris. Alors bien sûr, dans une œuvre qui fait preuve d'une telle maturité, on ne manque pas de thématiques abordées. Bon, les sujets les plus importants abordés, c'est bien tout ce qui concerne le courage de la mère, et ce qu'elle est capable de faire pour sa famille. Mais le film pose aussi la thématique de l'exode. En effet, les rats doivent quitter leur lieu de vie pour aller tout recommencer ailleurs, ce qui provoque bien évidemment des tensions. D'autant que beaucoup ne veulent pas quitter leur foyer où ils sont bien installés. On peut aussi voir une critique des expérimentations animales assez vénère, surtout le passage traitant de l'origine des rats. Bon, bien sûr, comme tout, chacun son avis sur cette épineuse question, mais en tout cas, c'est assez rare de voir un film d'animation à direction d'un jeune public aborder pour l'époque des thématiques plutôt réservées à des projets, dirons-nous, destinés à un public plus âgé. De ce qui concerne l'animation, c'est tout à fait correct au niveau des personnages, sans non plus éclater des ronds de chapeau. J'apprécie beaucoup plus les environnements et décors qui sont vraiment magnifiques, variés et dégagent chacun d'une vraie ambiance. Don Bluth étant un maître en la matière, ce n'est pas plus surprenant que ça. Mais comme tout, le film dispose de ses défauts et c'est surtout sur la fin qu'il se concentre selon moi. Et bon là on va passer en zone spoil puisque je vais parler du climax final. Juste non. Ça ne marche pas. Je suis désolé mais là vraiment non. Je veux dire, tout le film, on nous place dans un environnement relativement réaliste. J'en reviens au point où je disais que même le coup des rats qui parlent en comportement humain était justifié. Alors pourquoi est-ce que cette fin pose à ce point problème? Eh bah tout simplement parce que la magie n'a strictement, et je dis vraiment strictement rien, mais alors rien à foutre dans cette histoire. J'ai l'impression que le film voulait absolument conclure sur un truc encore plus grand spectacle, mais là c'est beaucoup trop. Je veux dire, juste avant cette scène, on avait eu droit à un vrai combat de ouf contre le méchant, une super conclusion avec de bons retournements de situation, un fight épique, et ça aurait été très bien pour conclure, ça aurait très bien suffi, mais non. Le film voulait qu'on monte encore plus haut, à rajouter de la magie là-dedans, et du coup le tout retombe, et on garde juste un goût amer dans la bouche.
Mais bon, c'est peut-être pas si grave que ça face au reste, parce que Brisby et le secret de Nîmes méritent bien son titre d'excellent film, sachant que mes reproches sur la fin ne doivent certainement pas être partagés par une majorité. Parce que quand même, le film aligne de sacrées qualités en dehors de sa narration, genre la musique réalisée par le grand Jerry Goldsmith. Mais comme je l'ai dit au cours de l'intro, le film s'est pris un bid commercial, bien que salué par les critiques. Vu que bien évidemment il devait composer avec Disney en concurrent direct, ce qui veut dire surtout Disney et sa force de frappe médiatique. Mais il en a marqué des gens ce film, ouh là oui, genre, vous savez qui est le plus grand fan de ce film, le fan le plus hardcore de ce film? Steven Spielberg. Ce qui mènera d'ailleurs Spielberg à collaborer plus tard avec Blues par l'intermédiaire de son ami et collaborateur Jerry Goldsmith, compo de Brisby. Le monde est petit hein. Brisby et le secret de Nîmes est encore une fois un excellent film d'animation à destination de tous, une vraie pierre angulaire de l'animation tant pour l'histoire de sa genèse que pour son contenu. À voir absolument, en plus ça a pas pris une ride. Quant à moi je vous dis à bientôt et salut.